Votre émission Les Échos du Fleuve, il s'agit d'une série d'émissions thématiques portant sur les enjeux et les modalités de la gestion du fleuve Sénégal. Un cours d'eau partagé entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, un fleuve très important pour ces différents pays-là. Donc le 4e numéro de votre émission Les Échos du Fleuve sera axé sur le projet de navigation sur le fleuve Sénégal de Saint-Louis du Sénégal à Ambidébi au Mali, soit une distance de 905 km. Quel est l'état de l'évolution de ce projet? Quelles sont les différentes composantes et quelles sont les opportunités socio-économiques pour les populations riveraines du bassin du fleuve Sénégal? Donc, pour répondre à ces différentes questions, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Amadou Diallo, directeur général de la Société de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal, SOGENAV. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, Monsieur Dambélé. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y aura aussi Mme El Wangari Maïmouna Aïdra, PDG de la compagnie nationale de navigation Comanav. Bonjour Madame. Merci beaucoup. Je me tourne vers le directeur général, M. Diallo, de la SOGENAV. Pouvez-vous nous faire une présentation de ce projet ainsi que les principaux objectifs? Bien, merci M. Dambélé. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous les auditeurs de votre radio. Concernant le projet navigation, il faut dire que le projet navigation, c'est le 3e projet d'un grand programme d'infrastructure régionale de base de l'OMVS qui a été conçu depuis la création de l'organisation. Et les 2 autres volets concernent le projet de construction du barrage hydroélectrique de Manantali et le projet de construction du barrage anti-sel de Djama. Donc le barrage hydroélectrique de Manantali, comme son nom l'indique, est un barrage multifonction qui a été construit pour le développement de l'agriculture, le développement de la production hydroélectrique et le développement de la navigation sur le fleuve Sénégal. Voilà. Donc depuis 2002, les États reçoivent déjà l'électricité de Manantali et le barrage a été terminé, la construction est terminée depuis 1988. Et depuis cette date, 1988. Okay. Depuis 1988 jusqu'en 2002, le barrage fonctionnait pour l'agriculture. Donc pour la fonction agriculture, en attendant que les États n'aient le financement de la centrale hydroélectrique de Manantali. Voilà. Mais concernant le barrage de Djama, lui aussi, sa construction est terminée depuis 1986. Et depuis 1986 jusqu'à maintenant, ce barrage est exclusivement dédié à l'agriculture. Donc le potentiel aménageable a augmenté grâce à ce barrage, grâce également au lâcher du barrage de Manantali. Mais quant à la navigation, le projet de navigation sur le fleuve, un projet qui a été conçu en même temps que les autres, a pris du retard pour diverses raisons. Donc l'objectif, quel est l'objectif de ce projet en fait? Les anciens le savent, le fleuve Niger, sur le fleuve Sénégal, je vais dire, il y avait la navigation. Depuis le temps colonial, les colons sont rentrés par le fleuve Sénégal pour annexer les États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, l'objectif de ce projet de navigation, c'est de restaurer cette navigation sur le fleuve Sénégal et la rendre pérenne, c'est-à-dire permanente toute l'année de janvier jusqu'en décembre. Voilà. Et faire la navigation fluvio-maritime et joindre cette navigation avec les ports maritimes. Voilà. Donc, c'est ça, en la modernisant. Et ceci se fera à travers la construction d'infrastructures. D'infrastructures sur un tronçon de 905 km. Entre Saint-Louis au Sénégal et Amidéli au Mali. Alors, quelles sont les infrastructures qui doivent être construites? Donc, pour cela, pour rendre pérenne la navigation sur le fleuve, il faut draguer le fleuve. Et il y a un chenal navigable qui doit être aménagé. Bon, pour nos auditeurs, draguer le fleuve, qu'est-ce que ça veut dire? Draguer le fleuve, c'est-à-dire dans le fleuve, il y a des seuils. Il y a des seuils sablonneux, des bancs de sable et des bancs rocheux. Et il faut les enlever. C'est ça, draguer les bancs de sable. Et lorsqu'il y a les roches, on dit on dérocte. C'est le déroctage. Voilà. Donc, pour que la navigation puisse se faire toute l'année, parce qu'en période de basse eau, le niveau d'eau baisse et les bateaux ne peuvent pas circuler. Donc, il faut draguer le fleuve, avoir une profondeur minimale de 2,10 mètres. Donc, ceci permettra aux bateaux avec un enfoncement de 1,60 m de naviguer même en période de basse eau, janvier, février, mars, avril, par exemple. Voilà. Et avoir une largeur du chenal de 35 mètres. Ça, c'est les caractéristiques techniques pour faire la navigation pérenne sur le fleuve Sénégal. Voilà. Donc, monsieur le directeur, toujours l'année passée, on vous a vu effectuer un test de navigation sur le fleuve. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement-là?
Voilà. Donc, pour la mise en œuvre du projet navigation, comme vous savez, il y a plusieurs composantes. Et les États devraient chercher le financement de ces composantes. En fait, l'OMVS ne s'endette pas pour réaliser les grands projets de cette envergure. C'est les États qui s'endettent et rétrocèdent le financement aux sociétés techniques. Okay. Donc, en cette matière, la navigation, c'est à la SOGENAV. Voilà. Donc, puisque le financement, la mobilisation du financement prenait du temps, donc, il a été décidé de phaser un peu le projet. Donc, il y a la première phase qui est la navigation saisonnière, c'est-à-dire la navigation à l'état naturel du fleuve, avec quelques aménagements sommaires, le balisage du chénal. Ensuite, il y a la deuxième phase qui est la phase transitoire, qui est le plus important, ou la phase d'investissement prioritaire, où il y a toutes les composantes que je vais détailler après. Ensuite, il y a la troisième phase qui est la phase cible, le transport minéralier. Voilà. Donc maintenant, puisque la première phase, qui est la phase de navigation saisonnière, l'OMVS, particulièrement la SOGENAV, a réalisé beaucoup d'activités pour que cette phase-là soit opérationnelle. Et exactement, le cadre juridique a été élaboré par la SOGENAV. Il y a un code international de la navigation qui a été élaboré. Le cadre institutionnel également a été mis en place par les États membres de l'OMS. Oui. C'est la SOGENAV qui a été créée. Voilà. Donc, également, la bathymétrie du fleuve a été faite. Et des instruments nautiques ont été élaborés. Qu'est-ce que ça signifie cela? Et c'est la topographie du fleuve qui a été élaborée, mise dans un document qui permet de faire la navigation sécurisée. Donc, tous ces outils étant sur place, donc, la SOGENAV a jugé nécessaire d'informer les usagers potentiels du fleuve pour venir commencer à naviguer sur le fleuve. C'est pourquoi, pour faire une démonstration physique, nous avons pris un bateau de 610 tonnes. 610 tonnes. 610 tonnes de Saint-Louis jusqu'à Amidedi au mois de septembre pour montrer aux usagers, c'est-à-dire c'est les chargeurs, c'est les compagnies de transport, c'est les opérateurs économiques qui peuvent transporter les marchandises sur le fleuve, de voir que la navigation est bien possible sur le fleuve. Le voyage a été effectué sans problème. Le voyage a été effectué sans problème. Et arrivé à Amidedi, le gouverneur a organisé une grande cérémonie et on a lancé officiellement la navigation saisonnière sur le fleuve Sénégal. Ok, merci M. Diallo. Et je vais vous revenir bientôt. Madame El Wangari, Madame, vous êtes la PDG de la Comanav. Donc, un tel projet, c'est un projet vraiment colossal. Quelles peuvent être les retombées économiques pour le pays, pour les populations riveraines d'un tel projet? Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de parler de navigation. La compagnie malienne de navigation, son objectif principal, c'est le désenclavement intérieur et extérieur par la voie fluviale. Donc, si on parle de voie fluviale, les fleuves qu'on a, c'est les fleuves qui sont à l'international. Le fleuve Sénégal étant un fleuve qui traverse les 4 pays, mais la navigation elle est possible sur les 3 autres pays, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. C'est une activité qui permettra le désenclavement de nos différentes zones et l'écoulement des produits de première nécessité. Parce que généralement, si vous voyez les villes qui sont traversées par les fleuves, sont des petites villes, mais qui n'ont pas assez d'accès par la voie routière. Donc, le transport fluvial est le moyen qui permettra à ces riverains de faire écouler les produits. Donc, économiquement, c'est rentable pour ces sociétés. Par rapport à l'émission de gaz à effet de serre, le transport fluvial est le moins polluant. C'est le moins polluant en matière de transport. Donc, vous voyez, tout ça là, il faut que nos pays, qui sont pratiquement des pays sahéliens, sauf la Guinée, nous devrons nous battre pour que ce transport par la voie fluviale puisse se faire au niveau du fleuve Sénégal. Donc, revenir à M. Diallo. M. Diallo, vous avez un peu effleuré les composantes. Donc, aujourd'hui, l'OMVS, c'est un vieux projet. Depuis l'école, je crois au second cycle, il y a ça dans les leçons de géographie, c'est un vieux projet, il y a beaucoup d'années. Aujourd'hui, en réalité, quel est l'état d'avancement? Comme vous avez un peu effleuré les composantes, l'état d'avancement des travaux aujourd'hui? En fait, l'état d'avancement des travaux, comme j'avais commencé à le dire, pour la navigation sur le fleuve Sénégal, le cadre juridique est terminé.
Tout ce qui est document administratif. Tout ce qui est document administratif. Ça, c'est ficelé déjà. C'est ficelé, c'est même ratifié par tous les États membres de l'OMS. Même la Guinée, Mauritanie, Sénégal, Mali. Tous les 4 pays ont ratifié cela. Le cadre institutionnel, comme je l'ai dit, la SOGENAV est créée depuis 2011. 2011, justement, pour restaurer cette navigation sur le fleuve Sénégal. Et depuis sa création, les activités ont évolué énormément. Il y a eu le dragage de 3 quais pour faire la démonstration de la navigation également. Et en 2019, la SOGENAV a signé un contrat commercial avec une entreprise indienne pour justement réaliser toutes les composantes du projet de navigation. Et il y avait la banque Exim Bank de l'Inde qui était derrière Exim Bank et qui s'est engagée à financer toutes les composantes, tout le coût total du projet de l'ordre de 520 millions de dollars US, soit environ 311 milliards de francs CFA. Voilà. Donc, actuellement, toutes les études techniques sont terminées, les études APD de toutes les infrastructures sont terminées totalement. Les études d'impact environnemental également sont terminées. Les 3 États actionnaires de la SOGENAV ont déjà envoyé leur requête de mobilisation de leur quote-part à Exim Bank et les dossiers sont en traitement au niveau de Exim Bank. Donc, on attend que le retour de... Nous sommes à ce niveau. Nous sommes à ce niveau. Le retour de Exim Bank face au traitement des dossiers, des requêtes de financement des 3 États actionnaires de ce projet-là. Voilà. Donc, une fois que ce sera positif, nous allons entamer automatiquement le processus de mobilisation de ce financement. Et les travaux, Inch'Allah, si tout va bien, les travaux devraient commencer, d'après notre planning, durant le premier semestre 2022. Et c'est prévu pour terminer quand? C'est prévu pour 3 ans. 3 ans. 3 ans, parce que c'est l'un des projets les plus complexes de l'OMVS, comme je l'ai déjà dit. C'est selon sur 905 km. Il y aura 2 grands ports à construire. Le port terminus fluvial à Ambidedi, le complexe portière de Saint-Louis. C'est un port, il y aura un port de commerce, un port de plaisance, un port de pêche à ce niveau. C'est un complexe portière. Et entre les deux, les 905 km de chénal à draguer, et il y aura 8 escales. Donc 5 escales fluviales au niveau du côté sur le territoire sénégalais, 3 escales sur le territoire mauritanien. Et en face de chaque escale, il y aura des appontements. C'est-à-dire des quais pour les petits bateaux qui peuvent s'amarrer là-bas. Voilà. Donc maintenant, on attend que le retour de Exim Bank pour cela. Donc espérons, M. Diallo. On parlait de rentabilité. Un grand projet comme ça, la rentabilité, est-ce qu'il y a une étude là-dessus? Il y a beaucoup d'études. Il y a eu beaucoup d'études sur la rentabilité du projet de navigation. Et toutes les études convergent vers une rentabilité positive. Je vais vous donner des chiffres tout à l'heure. En fait, tout juste avant la mise en place de la SOGENAV, il y a une étude organisationnelle qui a été faite. C'était la dernière étude. Et cette étude c'est basé sur la demande de transport. Le taux de rentabilité interne qui s'est dégagé, c'était de 20%. Et là, il y a deux aspects qu'il faut savoir. Donc, pour le service navigation, il y a le barrage de Manantali qui a été dimensionné pour fournir une quantité d'eau pour la navigation. Donc, dans le coût du barrage de Manantali, il y a le service de la navigation qui est inclus. Dans le barrage de Djama également, il y a l'écluse qui est là. Et la navigation joue sur l'écluse pour équilibrer les niveaux et faire passer les bateaux. Là également, dans le coût du barrage de Djama, le service de la navigation a été pris en compte. Donc, si on tient compte de ces parts de la navigation dans ces 2 projets, le taux de rentabilité peut baisser, ça vient à 12%. Et là, les financiers le savent, ça c'est un taux très, très appréciable, c'est vraiment positif. Également, cette étude a montré que la demande de transport est énorme. Ne serait-ce que le transport local, d'Ambidedi jusqu'à Saint-Louis seulement. C'est-à-dire les céréales qui viennent du delta. Il y a environ 370 000 hectares aménageables. Donc, dans ce delta-là, il y a beaucoup d'aménagements hydro-agricoles qui sont là. Donc, du delta jusqu'en amont, jusqu'à Ambidedi, le potentiel, en 2020, normalement, si le projet avait démarré, aurait été de 100 millions de tonnes. Uniquement entre les villes riveraines. 100 millions de tonnes. Voilà. Mais si on devrait faire le fluvio-maritime, c'est-à-dire Ambidedi jusqu'au port de Dakar, Ambidedi jusqu'au port de Nouakchott, et vice-versa. Donc, la demande en transport aurait été de 500 millions de tonnes. 500 millions de tonnes. En 2020. Voilà.
Et là, si le projet avait été réalisé de 2012 à 2015, parce que, comme je vous ai dit, la Sogenav a été créée en 2011, aussitôt, les travaux devraient commencer en 2012 et finir 3 ans plus tard en 2015. Donc, s'il y avait le projet était réalisé, on aurait eu ces demandes de transport. Parce qu'en Afrique, qu'est-ce qui se passe? C'est les infrastructures qui créent les besoins aussi. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc là, on allait avoir vraiment un développement fulgurant. Ça, c'est vraiment les chiffres d'auto financiers, où c'est qu'il y a des avantages au niveau des États. Tous les États, les 3 États actionnaires, tirent le maximum de profit. Voilà. À tort, on dit que c'est un projet malien, mais en fait, c'est un projet pour tous les États membres de l'OMVS. En fait, le projet, qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Il va commencer par désenclaver les villes riveraines. Et qui dit désenclavement des villes riveraines dit diminution des frais de transport. Parce qu'il faut reconnaître que la navigation, c'est le moyen de transport le moins cher comparé par rapport à d'autres. Oui. La route, il est 50% moins cher que la route. 40% moins cher que le ferroviaire. Voilà. C'est-à-dire, si tu as un produit qui doit être transporté par la route à 100 000 francs CFA, avec la navigation, tu ne paieras que 50 000 francs CFA. Avec le chemin de fer, si c'est 100 000 francs, avec la navigation, disons le chemin de fer, si c'est 100 000 francs, la navigation, tu paieras 60 000 francs. Voilà. Donc 40% de baisse. Donc ça, c'est très important et ça va se répercuter sur les marchandises. Oui. Donc ce qui va commencer à augmenter le pouvoir d'achat des populations et amener le développement au niveau de ces États. Donc ça, c'est le désenclavement des villes riveraines. Il y a le désenclavement des secteurs de production. Secteur de production agricole, secteur de production minier, secteur de production touristique. Bon, agricole, il faut voir dans le bassin, quel est le potentiel aménageable en irrigation? C'est 375 000 hectares. 375 000 hectares. Et si on arrive à mettre en œuvre tous ces aménagements avec les 2 barrages, barrage de Manantali, ça ferait des millions de tonnes de céréales à transporter, à acheminer. Ça, c'est uniquement la navigation, l'agriculture. Du point de vue minier, il faut reconnaître que dans le bassin du fleuve Sénégal, du côté de la Mauritanie, il y a un gisement minier de Bhopal. Ça, c'est le phosphate. Et le potentiel, c'est de l'ordre de 2 milliards de tonnes. Actuellement, ils ont commencé à exploiter un projet sur 5% seulement de ce potentiel, 100 millions de tonnes. Du côté du Sénégal opposé, à Matam, il y a également du phosphate de 700 millions de tonnes qui peut être exploité. Et comme elle a dit, le transport de masse, c'est où? Ça, c'est la navigation. Et puisque ces mines sont à côté du fleuve, le meilleur moyen de transport, ça ne peut être que le fleuve. Pour acheminer cela. Voilà. Donc, du côté minier, ça, c'est uniquement le phosphate. Le fer, quel est le potentiel de fer dans le bassin? Le fer, c'est dans le bassin de la Falémé, entre le Mali et le Sénégal. Et ça fait, le potentiel fait 1,5 milliard de tonnes à transporter. Et une fois, je me souviens, nous avons été contactés par des privés qui voulaient exploiter ce fer au compte du Sénégal. Ils ont essayé, ils ont fait une étude pour acheminer ça par la route. C'était trop cher. Ils ont fait une étude pour construire un chemin de fer, ça leur revenait encore plus cher. Et ils se sont rabattus sur l'OMS pour essayer de voir comment collaborer et développer rapidement le projet navigation. Donc c'est pour dire que le potentiel est là. Le potentiel est là. Et ça, c'est uniquement pour les mines également. Le point de vue touristique. Actuellement, il y a un seul bateau qui fait le tourisme, mais qui ne va pas loin. C'est le bateau Bou El Mougdad. Je ne sais pas si vous en avez parlé, vous avez entendu parler de cela. C'est lui qui prend les touristes à Saint-Louis et qui vient jusqu'à Podor. Donc, dans le bassin, il y a des sites touristiques. Il y a 2 parcs, le parc de Djouj au Sénégal, le parc de Djaoling en Mauritanie. Il y a l'île Morphil au Sénégal. Il y a les chutes de Felou, les chutes de Gouina. Il y a le fort de Médine, le fort de Bakel. Tout ça, c'est des potentiels touristiques qui peuvent être développés rapidement lorsque la navigation est mise en route. Voilà. Donc le potentiel est là et la rentabilité est immédiate. Donc l'étude d'organisation de la Sogenav, comme je vous l'ai dit, nous a fait savoir qu'au bout de 5 ans, si on arrive à exploiter les gisements miniers, donc lorsque le tonnage transporté atteindra les 5 millions de tonnes, 5 millions à 10 millions de tonnes, la société serait bénéficiaire et commencerait à rembourser les dettes contractées. Voilà. Donc c'est pour dire en 5 ans, 10 ans,
pour une société, pour rentabiliser, commencer à payer ses dettes, ça c'est exceptionnel. Vraiment. Voilà. Merci, monsieur Diallo. Et madame la PDG, il y a aussi le système intégré de transport multimodal. Donc, vous allez nous édifier sur ça, CITRAM. Et qu'est-ce que c'est? En fait, la multimodalité du transport, c'est l'utilisation de deux modes de transport. Généralement du routier au fluvial ou du routier au ferroviaire. Okay. Donc, on parle de multimodal à ce niveau. Donc, nous, quand on parle de multimodal, c'est vraiment de faire venir les transporteurs qui sont sur la route, de leur faire venir sur le fleuve. Et après, la continuation va se faire avec les autres moyens de transport. Ça va amoindrir les coûts de transport. Donc c'est ça le CITRAM. Oui, c'est le CITRAM, c'est une structure. C'est un projet de l'OMVS. Okay. Voilà, dans CITRAM, vous avez deux mots-clés, intégré et multimodal. Voilà. Donc c'est un système intégré qui permet d'intégrer la navigation aux autres modes de transport. Il y a plusieurs multimodales. Les autres modes de transport qui sont la route et le ferroviaire. Par exemple, au niveau de toutes les escales, vous savez que quand les marchandises viennent au niveau des escales, la continuation sur le continent, dans les autres villes, il faudrait le faire avec un autre mode de transport. D'accord. Donc, il faudrait construire les routes. Okay. Et l'OMS a prévu ces constructions de routes également. D'accord. Et puis, raccordement au chemin de fer, à Abidédi, c'est déjà prévu également. Ok, merci, M. Diallo. Madame, avec la sécurité, vous savez, la route, il y a beaucoup de problèmes avec le ferroviaire. Mais en matière de navigation, est-ce qu'en réalité, la sécurité est garantie? Pour vous rassurer, c'est le moyen le plus sûr quand même pour un transport de masse. Parce que si vous voyez à l'international, le transport maritime, la marchandise transportée par des milliers et des millions et des millions de containers, là, qui a des millions de tonnes qui sont drainées. Et par la grâce de Dieu, il y a beaucoup moins de problèmes. Ouais. D'accord. Monsieur Diallo, avec un tel projet, vraiment pour les 4 pays que nous avons cités, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. Donc, très souvent, les quotes-parts, si je peux m'exprimer ainsi, tu vas trouver qu'il y a un grand projet au Mali, mais est-ce que ce grand projet-là, la Guinée bénéficie ça à hauteur? Donc, il peut y avoir un projet en Mauritanie, est-ce que le Mali a gagné dans ça? Donc, comment se fait la répartition ou bien comment se fait la balance? Donc, tous les ouvrages à l'OMVS sont des ouvrages communs qui appartiennent en même temps à tous les États membres de l'OMVS. C'est pourquoi, lorsque un projet est initié, chaque État voit les intérêts qu'il peut tirer de ce projet. Il y a un modèle mathématique qui est là. Et à partir de ce modèle, on évalue les bénéfices que chaque État tire d'un projet. Et en fonction de ces bénéfices, on calcule les charges que chaque État doit payer pour ce projet. C'est pourquoi pour la navigation, vous allez voir que le Sénégal va payer plus que le Mali. Or, tout le monde dit que c'est le Mali, le projet est pour le Mali. Cela est dû à une chose. Parce que quand on établissait la clé de répartition des coûts et charges pour la navigation, l'électricité et l'irrigation, c'était 3 ouvrages, comme vous avez dit au départ, le barrage de Manantali, la construction du barrage de Manantali, le barrage de Diama et la navigation. Donc pour le barrage de Manantali, c'est l'irrigation et l'électricité. Donc pour l'irrigation, c'est le Sénégal qui profite le maximum. Parce que sur son territoire, il a environ 240 000 hectares qui pourraient être irrigués par les eaux de Manantali, les eaux lâchées par Manantali. Donc le Sénégal, bénéficiant plus, doit payer plus. Après, pour l'irrigation, c'est la Mauritanie. La Mauritanie a sur son territoire 120 000 hectares qui pourraient être aménagés par le barrage de Manantali. Donc la Mauritanie paye en deuxième position plus cher que le Mali, qui n'a que 15 000 hectares à cause de la géomorphologie du fleuve. On n'a que 15 000 hectares facilement irrigables. Donc ça, c'est uniquement pour l'irrigation. Pour l'électricité, donc au départ, c'était 2 États qui s'étaient engagés à financer l'électricité de la centrale, le Mali et le Sénégal. La Mauritanie avait d'autres sources de production. Après, la Mauritanie est revenue, c'était les 3 États qui devraient financer la centrale hydroélectrique. Donc, on a estimé que le Mali tirait le maximum de profit, parce que le Mali n'est pas un pays côtier pour avoir des produits fossiles, le pétrole à bas coût. Donc, le Mali devait bénéficier de 52% du coût du projet. Donc 52% du quota
de l'énergie. Voilà. Donc le Sénégal devrait avoir 33% du quota et la Mauritanie 15%. Donc bénéficiant plus, le Mali paye plus pour l'énergie de Manantali. Dans le coût il y a un mode de calcul pour ça. Voilà, un mode de calcul. Donc dans le coût du barrage de Manantali, le Mali doit payer plus en tenant compte de la clé sectorielle de l'énergie. Vient après le Sénégal et la Mauritanie. Bon, pour la navigation, on a dit que c'est le Mali qui paye plus. Parce qu'on dit que le Mali n'a pas de littoral, donc le Mali va bénéficier beaucoup plus, donc il y a plus. C'est pourquoi, si vous voyez le schéma de la structure de calcul, le Mali paye environ 79% du coût des services de la navigation. Voilà, et les autres pays se partagent le reste. Voilà, donc en intégrant ces trois services, les charges et les bénéfices de ces trois services dans un modèle, donc on sort une clé de répartition globale. Et cette clé de répartition est valable depuis 1986. 86. Ouais, qu'on cherche à moderniser maintenant. C'est à partir de cette clé qu'on a construit et le barrage de Manantali et le barrage de Diama, et on va construire les infrastructures de la navigation. Dans cette clé, le Sénégal a 42,1% du coût, il doit payer le coût. C'est pourquoi pour la navigation, le Sénégal paye plus. Donc dans cette clé, le Mali doit payer 35,3% du coût de produit. Et la Mauritanie, 22,6%. Donc c'est tellement bien organisé que les États se sont accommodés et c'est leur consensus qui ont permis de faire cela. Voilà. Donc si on gagne plus pour un projet, on paye plus. Diallo, donc il nous reste quelques secondes. Vraiment votre mot de fin pour ce 4e numéro. Oui, moi, je voulais... Juste quelques secondes. La technicienne me signale. Rapidement, je voudrais informer les usagers du fleuve, les chargeurs, les transporteurs, les affaires, les hommes d'affaires, de venir commencer à naviguer sur le fleuve dès maintenant. D'accord. La navigation saisonnière est possible, comme sur le fleuve Niger. Et même les miniers de venir en partenariat avec la Sogenav pour essayer de mettre en œuvre le transport minéralier rapidement. Je pense que l'appel est entendu. On était avec M. Amadou Diallo, directeur général de la Société de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal Sogenav, et Mme El Wangari Maïmouna Aïdara, PDG de la compagnie malienne de navigation Ecomonav. Merci beaucoup, madame, merci, monsieur Diallo, donc d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, ici s'achève donc ce 4e numéro de votre émission Les Échos du Fleuve. Nous